Bonjour à tous. Je suis toujours dans ce centre qui se trouve dans le centre de la France, le centre de Touche-Noire, où je rencontre plein de belles personnes. Et je suis aujourd'hui en compagnie de Paul Maréchal. Bonjour Paul. Bonjour. Alors Paul, je voulais vous interroger aujourd'hui parce que vous avez vraiment quelque chose à apporter, je pense, aux gens qui vont vous écouter, aux auditeurs. Vous avez un regard sur la vieillesse qui est vraiment pas commun et on pourrait dire aussi un regard sur la sagesse. Et si je me trompe pas, je crois bien que pour vous, la vieillesse rime avec sagesse. Elle devrait en tout cas. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Mais bien sûr, oui. La vieillesse, déjà, moi, c'est un âge que j'aime beaucoup. Ça paraît un peu curieux avec l'image que l'on donne de la vieillesse dans la société, mais la vieillesse, c'est vraiment un âge magnifique qui se détache des autres âges, c'est sûr. Il est très différent. Et c'est un âge qui peut être magnifique, mais surtout si on s'intéresse à la vie intérieure. Parce que c'est un âge qui se recule de plus en plus de la vie. Et c'est l'âge où il y a le grand jeu des pertes, puisqu'au fil des ans, au fil de la vieillesse, nous allons perdre de plus en plus, jusqu'à perdre la vie. Et soit on le vit comme quelque chose de très douloureux, soit si on sait s'en servir, on peut le vivre comme quelque chose qui nous met dans une vie très intense. Alors, oui, la sagesse, c'est vrai. La sagesse, la vieillesse, c'est particulièrement, elle présente toutes les conditions favorables pour vivre la sagesse. Je pense que la sagesse, c'est déjà prendre un recul sur la vie. Ne pas être complètement dedans avec ses émotions, mais dépasser et voir de beaucoup plus loin, porter un regard beaucoup plus serein sur la vie en général. Et la sagesse, c'est aussi accepter, dire oui à tout ce qui vient. Oui. Alors, nous n'avons pas toujours des choses agréables dans la vie. Et dans la vieillesse, bien sûr, on sait qu'il y a beaucoup d'instants qui sont un peu difficiles. Mais chaque fois, il y a un jeu magnifique qui peut se jouer dans la vieillesse, c'est le jeu du qui perd gagne. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va perdre quelque chose, et ce qu'on perd, c'est en général du côté de la vie extérieure. On va chercher ce que ça peut nous apporter dans la vie intérieure. Alors avant d'aller plus loin, je vais quand même vous demander la question que tout le monde va se poser. Quel âge vous avez, Paul ? Je vais avoir 85 ans dans 3 jours. 85 ans, et quand on vous voit, on n'a pas du tout l'impression que vous avez cet âge-là, tellement vous êtes pétillante. Oh, mais c'est vrai que la vieillesse est un âge très très intéressant et qui peut mettre en vie. C'est même au contraire l'âge peut-être où on va le plus apprécier la vie parce qu'on va la perdre. Et oui. Quelque chose qui est en danger devient beaucoup plus précieux. Et oui. Et donc, on la déguste à cet âge-là. On ne la dévore pas, on la déguste. Et c'est vrai qu'on voit dans les dans les pays où il reste encore des traditions. Je pense à le continent africain. Je pense à même moi qui ai vécu aux Antilles. Je pense aux Antilles, tout simplement. On voit que la vieillesse, les vieux entre guillemets, sont beaucoup plus vivants, beaucoup plus reconnus. Ils ont gardé cette aura ce sont les anciens que l'on vient, auprès de qui on vient chercher conseil. Et comment expliquer que nous, dans nos pays, entre guillemets, civilisés, aujourd'hui, on n'a plus ce respect-là et nos vieux, nos aînés, on les retrouve dans les EHPAD. Parce que je pense qu'on vit dans un monde où l'extérieur est extrêmement important et la réussite extérieure. C'est le monde de l'ego. L'ego se satisfait, il veut avoir dans tous les domaines, que ce soit sur les plans matériels, affectifs. C'est avoir. Or, la vieillesse, on a de moins en moins d'un côté, mais on peut avoir de plus en plus. Et l'ego n'apprécie pas la vieillesse parce qu'il a l'impression que c'est la fin de quelque chose, on n'est plus, et c'est vrai. Moi, j'ai vécu, lorsque j'ai été à la retraite, je me suis trouvée je suis partie dans un endroit où je ne connaissais personne.
Et là, il a fallu que je trouve des raisons de vivre. Je l'ai fait pour des raisons spirituelles, c'était pour grandir, parce que j'en avais besoin. Mais c'était extrêmement difficile et il m'a fallu ouvrir les yeux sur tout ce qui pouvait me nourrir. Ça a commencé comme ça. Et j'ai donc été Et c'était quoi votre métier? J'étais institutrice, oui. Directrice d'école, voilà. Et donc quand je me suis retrouvée seule, j'ai été à la recherche de tout ce qui me ferait vivre. Et j'ai fait ce que j'appellerais la quête des petits bonheurs. Parce qu'on ne se rend pas compte que la vie nous fait plein de cadeaux, on ne les voit même pas. On considère que c'est normal et on ne les considère pas du tout comme des cadeaux. Et comme moi je n'avais plus rien, eh bien je me suis nourrie de toutes ces petites choses. Croiser quelqu'un, le regarder, lui sourire était quelque chose d'extrêmement important. Je recevais en retour un regard, un sourire. Ouvrir les yeux sur tout ce qui existait dans la nature de vivant, de joyeux, ça a été une période bénie. Et c'est là, je pense, que j'ai été en contact plus avec ce qu'est la vraie vieillesse, de quoi elle peut se nourrir. Mais ça, c'était encore que du monde extérieur. Mais ensuite, les années ont passé et je viens de vivre une expérience assez particulière, une expérience de maladie. J'ai eu un cancer et je peux vous dire que ça a été une des périodes les plus vivantes de ma vie. Ça n'a pas du tout été une période triste, morose. C'était une période où j'étais dans une forme incroyable. Je découvrais plein de choses, mais évidemment, c'est dans le monde intérieur. Voilà. Eh oui. C'est-à-dire que j'ai profité de ma maladie dans tous ces examens, dans tous ces rendez-vous que j'ai eus à l'hôpital. J'avais beaucoup de temps, je m'intéressais aux gens qui étaient là, je sentais leur souffrance, je travaillais sur la mienne, les opérations ont été un enchantement. Avant d'entrer dans la salle d'opération, je m'intéressais aux gens qui étaient là, les anesthésistes, les infirmiers, et j'étais vraiment tournée vers eux, et c'était magnifique. Et je me réveillais dans un état magnifique. La deuxième opération, c'était un état de bonheur incroyable, d'amour incroyable. Et ça a été une période, je peux dire ça, d'amour, de vie, de joie. Est-ce que le personnel médical était interrogatif par rapport à vous? Je pense, vous étiez un cas non, j'ai rien fait de spectaculaire, c'était ce que je vivais, mais je l'exhibais pas non plus à l'extérieur. Mais c'est vrai que j'ai vu plusieurs personnes interpellées par... dans une réflexion par-ci, par-là, je voyais des regards curieux. Oui, je me suis rendu compte quand même qui remarquait quand même quelque chose. Donc c'est en fait une expérience qui en plus de la vieillesse, vous a fait accélérer, on pourrait dire, le processus de se retrouver en fin de vie finalement. Ah ben oui, mais là, moi, je peux partir n'importe quand. À 85 ans, je pense que j'ai déjà été bien servie. Donc, c'est évident, la vie, on sait très bien qu'elle va se terminer, mais on ne sait pas quand. Et oui. Mais ça lui donne un goût encore plus fort, plus précieux. Et dans des petites choses, et voilà. Alors, on n'a pas parlé parce que tout ça, c'est possible, parce que vous avez quand même fait, on va dire, une quête intérieure et tout un chemin qui vous a permis d'appréhender, parce que c'est pas du jour au lendemain qu'on se dit, tiens, je vais être malade et je vais être heureux. Ah, complètement. C'est pour ça, je trouve que la vieillesse, il faudrait vraiment un chemin dans la vieillesse, une quête pour tous les vieux, pour redécouvrir cet âge. Parce qu'il a aussi, même sans chemin, on peut lui découvrir quand même, on va vers la lenteur, mais ça permet de plus déguster les choses. On n'a pas des expériences très spectaculaires comme dans la vieillesse où on va à fond dans tout ce qu'on fait. Comme dans la jeunesse, vous voulez dire. La jeunesse, pardon, oui, j'y suis tellement que je ne trouve plus d'autres mots. Mais ce sont des expériences beaucoup plus douces, beaucoup plus... Et même cette quête des petits bonheurs, tout le monde peut la faire. Et ça m'a amusée parce que j'en ai parlé autour de moi et tous les gens à qui j'en ai parlé se sont mis à le faire et ils m'ont dit « mais ça marche ». Pour rendre la journée un peu plus joyeuse, regarder autour de nous tout ce qui est bon, au lieu de se fixer sur tout ce qui est triste et difficile. C'est aussi un certain point de vue qu'il faut adopter.
Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est que vous avez aussi, dans cette mise à la retraite qui a été donc des points de départ de votre quête à qu'est-ce que je deviens maintenant, vous avez aussi choisi de vieillir autrement, puisque vous êtes, vous êtes une pionnière. J'allais dire, il n'y en a pas beaucoup, je pense, en France, qui, comme vous, ont décidé de vieillir en maison communautaire. Maison communautaire. Alors au départ, c'était que des personnes âgées. Oui. Finalement, maintenant, aujourd'hui, ça s'ouvre. Vous ouvrez à toute personne. Ah oui. Et c'est vrai parce que moi, je ne me voyais pas vieillir en maison de retraite. Et je vais dire pour une seule raison surtout, c'était la vieillesse retombe en enfance, mais ce ne sont pas des enfants. Et on leur enlève toute autonomie dans les maisons de retraite, et c'est ce qui fait qu'il n'y a plus de vie, alors qu'il faut continuer à vivre. Et donc, pour pouvoir vivre comme j'avais envie, j'ai fait une proposition à plusieurs personnes, les personnes de mon association, les personnes âgées, qui étaient intéressées pour qu'on crée une maison communautaire. Et c'est comme ça que cette maison a vu le jour, et ça va bientôt faire 10 ans qu'elle existe. Et qui s'appelle Drôle de vieillesse. Et elle s'appelle, on l'a baptisée, Drôle de vieillesse. Voilà. Et donc, maintenant, on pourrait quand même en parler, parce que dans cette maison Drôle de vieillesse, vous en avez vécu des choses. Quelle est la différence? Comment ça se passe quand on choisit de vivre en communauté? C'est une expérience qui n'est pas facile du tout, mais qui vaut vraiment la peine d'être vécue. Évidemment, on se trouve à plusieurs, et vous savez bien que nous n'avons pas tous les mêmes traumatismes, et les mêmes défauts, les mêmes qualités, donc il faut s'adapter. C'est donc une école de la tolérance. C'est aussi une école de partage. Nous partageons tout. Nous avons acheté une maison ensemble. Nous mangeons ensemble. Nous vivons ensemble comme une famille. Voilà, une famille. Et ce qui fait que c'est une expérience mais intéressante à tout point de vue. Sur le plan financier, parce que ça revient beaucoup moins cher que vivre seul. Sur le plan affectif, puisqu'on a de la compagnie et qu'on avait fait ça entre personnes âgées justement pour s'entraider dans la vieillesse. Et sur le plan spirituel, parce que c'est vraiment quelque chose qui vous oblige à grandir pour pouvoir vivre avec d'autres qu'on connaît plus ou moins et auxquels il faut s'adapter. Et j'allais dire sur le plan médical, simplement. Oui. Sur l'entraide. Soin les unes des autres. Voilà, sur l'entraide à tout point de vue, matériel, affectif, spirituel. On est là pour s'entraider, pour partager. Voilà. Alors, effectivement, moi j'avais eu la chance de vous interviewer il y a quelques années, et depuis, donc, ça bouge une maison de partage, comme vous l'appelez, parce qu'il y en a qui partent, il y en a qui arrivent. Voilà, et il faut se réadapter sans cesse. Et il faut se réadapter. Voilà. Parce qu'à l'époque, vous étiez... on a commencé à 6. 6 ou 7 Ah oui, 6. Oui. Et maintenant, nous sommes 4. Et non, vous êtes 4. Et sur les 4, il n'y en a que 2 qui sont depuis l'origine. Eh oui, ah oui. Oui. Mais voilà. Mais ça oui. Et vous ouvrez à d'autres personnes qui auraient envie Oui, par contre, nous l'ouvrons à des gens qui ont la même démarche que nous, parce que ça, c'est extrêmement important. Il faut quand même, déjà qu'il y ait des difficultés de s'adapter au caractère de chacun, il faut avoir les mêmes valeurs, parce qu'autrement, ça ne pourrait pas marcher. Voilà. Mais c'est vrai que et je pense que c'est une solution d'avenir. Alors, nous allons faire la première pause musicale et nous reviendrons tout de suite après. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Il
un grand bonheur qui prend sa place. Des ennuis, des chagrins s'effacent. Heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens moi mon cœur qui bat. Et dès que je l'aperçois, alors je sens moi mon cœur qui bat. Alors, je suis toujours en compagnie de Paul Maréchal, qui nous parle d'une autre vieillesse, puisqu'elle vit aujourd'hui dans une maison de partage qu'elle a fondée, qu'elle a créée, qui s'appelle Drôle de vieillesse. Et surtout, elle nous partage son autre regard sur la vieillesse et sur la sagesse. Alors Paul, cette quête de sagesse, elle a commencé quand même bien avant que vous ayez cet âge avancé. Oui, il faut dire que j'ai un chemin spirituel avec Bernard Monteau. Dans son association Artas. Dans l'association Artas, depuis plus de 30 ans. Donc, je suis vraiment une très très vieille élève. Et c'est grâce à ce chemin que j'ai pu arriver à ce que je suis aujourd'hui. Il y a eu un moment où j'ai été mise devant le fait qu'il fallait, de par mon traumatisme qui était vraiment trop accroché aux autres, il fallait que je parte vivre seule quelque part pour vivre vraiment par moi-même. Vous étiez, on pourrait dire, dépendante affective ? Voilà, oui, j'avais besoin des autres autour de moi pour sentir la vie que je me refusais. Et donc je suis partie, j'ai donc décidé de partir à la retraite. Je suis partie toute seule vers La Rochelle. Et c'est là qu'en vivant, il faut dire qu'à cette période, j'étais assez démunie financièrement, j'étais absolument seule, donc j'étais ce que sont souvent les retraités, rien. Voilà, le sentiment qu'on peut en avoir, c'est qu'on n'est à rien. Je n'avais pas de mari, je n'avais pas d'enfant, je n'avais pas d'amis sur place, je ne connaissais personne, j'avais peu de moyens financiers et il fallait vivre avec tout ça. J'ai donc été dans une période où j'étais un petit peu démunie et j'avais tellement envie de faire cette expérience que j'ai été à l'écoute de tout ce qui pouvait me nourrir dans la vie que je menais, mais des petites choses très simples, puisque je ne pouvais pas m'offrir de compensation, j'étais bien obligée de faire avec ce qu'il y avait autour de moi. Et ça a été la nature, et ça a été les gens, et ça a été les rencontres au quotidien, toutes ces petites choses-là. Et j'ai appelé ça mon chemin des petits bonheurs. Et j'avais un carnet sur lequel chaque soir, je notais les petits bonheurs que j'avais eus dans la journée. Oui, c'est ce que vous nous disiez en première partie. Voilà. Et plus je les notais, plus j'en découvrais. Et c'était incroyable, ça me mettait. Et le jour où je me suis rendu compte que j'étais sur la bonne voie, c'était
un mois de novembre extrêmement pluvieux, maussade. J'étais sous mon parapluie et un petit souffle d'air frais m'a caressé la joue. Et je me suis entendue dire « Oh, que c'est bon !» Et là, ça m'a réveillée. Je me suis dit « Comment un petit souffle d'air frais dans un automne humide, ça me réjouit ?» Donc, je suis sur la bonne voie. Je sais me réjouir même de choses qui ne m'auraient pas réjoui avant. Voilà. Et ça a commencé comme ça. J'ai donc fait cette quête des petits bonheurs. Et j'étais très intéressée par la vieillesse. Oui, j'allais à ce moment-là donc voir des personnes âgées dans la maison de retraite. Et j'ai commencé à voir que même si on avait cet âge-là, on pouvait se réjouir et on pouvait profiter de la vie dans des toutes petites choses et qui vont très bien à cet âge. On n'est pas à l'âge de la jeunesse où on dévore la vie, on est à l'âge de la dégustation dans la vieillesse. Et il faut des toutes petites choses, mais avoir le plaisir de les déguster. Voilà. Et ensuite, donc, je suis revenue, je suis d'abord allée accompagner mon papa. J'ai vécu les 7 derniers mois de sa vie avec lui, ce qui était aussi une victoire, parce que j'avais très peur de la mort. Et de vivre avec lui ces 7 mois m'a fait prendre beaucoup de distance avec cette peur. Je ne dis pas que la mort est une chose qui ne me fait pas peur, mais ça n'a rien à voir avec ce que c'était. Et là, j'ai donc côtoyé une fin de vieillesse aussi, et ça m'a donné envie, après, de me tourner vers la vieillesse. J'accompagne quelques personnes, mais très peu, à vivre cette vieillesse. Voilà. Mais vous vouliez aussi me dire, pendant la pause, vous me disiez, moi j'ai envie de dire comment cette idée de maison de partage, elle m'est venue. Alors, voilà. Parce que c'est une manière assez quand même incroyable. Oui, parce que je cherchais comment poursuivre ma vie de façon à ce qu'elle ait quand même une certaine valeur aussi. Pas vivre la vie de... Un sens, on pourrait dire. Un sens, pas vivre la vie qu'on attribue ordinairement aux retraités. Avoir quelque chose qui me passionne. Et je cherchais, qui ai-je, qui pourrais-je aider, qu'est-ce que je pourrais faire? Et je portais cette question, et un jour j'étais assise dans mon jardin, mais tranquillement, je ne pensais à rien, j'étais au soleil, je pensais, et tout à coup, m'est venue une intuition, une idée, une maison de retraite, une image, une maison de retraite pour personnes âgées. Alors, j'ai même vu l'image physiquement, j'ai vu l'image de cette maison avec toutes les fenêtres ouvertes au soleil, et il y avait avec tout le sens, le partage, une vie pour s'entraider les unes les autres, enfin tout ce qu'on a essayé de mettre ensuite dans notre maison de partage, c'était avec cette image. Et c'est ce qui m'a donné l'idée de créer. Et sans mon chemin, c'est sûr, je n'aurais jamais eu cette idée. Je n'en serais jamais où je suis. Parce que de l'idée à l'accomplissement de cette idée, j'imagine que ça ne s'est pas fait comme ça. Est-ce qu'il y a eu des découragements? Pas du tout. À partir du moment où l'idée est venue, c'est allé très vite. Ça s'est enchaîné tout de suite. J'ai fait une proposition dans notre association aux personnes âgées qui étaient intéressées de vivre en maison de partage. Il y a eu nous étions 6 au départ, donc nous avons commencé à nous réunir pour faire notre projet. Et 1 an après, nous achetions une maison et nous avons commencé notre vie ensemble. Ah ouais, dis donc, c'est incroyable. Alors après, vous avez démarré la vie ensemble. Est-ce qu'il y a des pièges qu'aujourd'hui vous éviteriez? Est-ce qu'il y a des difficultés ou des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber? La difficulté, c'est accepter l'autre dans ce qu'il est. Et ça, c'est assez difficile au départ de ne pas y tomber. Le fait d'avoir un chemin spirituel nous aide beaucoup parce que c'est ce qu'on apprend au chemin, justement, apprendre la tolérance et le respect des autres et savoir les reconnaître. Je crois que vous avez un moyen de fonctionnement dont vous m'avez parlé, qui est quand même pas courant. Vous organisez des tables de paix? Oui. Dans cette maison de partage, nous avons des moments où, lorsqu'il y a ce que nous appelons des échantillons, c'est-à-dire des occasions de souffrance, les unes par rapport aux autres,
dans la table de paix, chacun énonce sa douleur. J'ai eu mal parce qu'alors que j'avais tout bien nettoyé, tu es venu, je dis n'importe quoi, hein, tu es venu mettre des choses et elles sont restées. Quand je suis revenue, tout était en l'air et je me suis sentie pas respectée. Voilà un exemple, par exemple, d'échantillon de table de paix. Il faut énoncer sa douleur de façon neutre, sans accusation. Voilà. Et la personne qui a fait ceci parle ensuite de son monde. Et en voyant comment nous avons des modes de fonctionnement très différents, on voit bien que ce n'est absolument pas pour faire souffrir l'autre, mais parce que nous avons tous des fonctionnements différents dus à notre histoire personnelle. Et ça apprend donc à connaître où l'autre souffre, à partager nos douleurs et à être plus attentif ensuite pour ne pas provoquer de douleur. Mais c'est jamais zéro, c'est jamais douleur. C'est toujours zéro. À recommencer. Voilà, oui. Vous la faites régulièrement, toutes les semaines, une fois par semaine. Et puis il y a d'autres réunions où nous dialoguons sur des souffrances que nous avons pour nous faire aider par les autres. Nous posons une question aux autres et elles essayent de nous aider pour résoudre ce problème-là. Une vraie entraide en fait. C'est un partage. C'est une vraie entraide. Oui. Comme vous me disiez, un partage de haut en bas. De haut en bas. La matière, nous avons partagé tout ce que nous avions matériellement, meubles, etc. Et puis partager nos vies aussi, avec nos problèmes et nos joies. Ah oui. Voilà. Eh bien, c'est un espoir j'allais dire, pour notre, même si moi personnellement, je me sens vraiment loin de cette vie-là en communauté, mais je me dis, il y a un espoir quelque part pour ma vieillesse un jour. Si je suis toute seule, pour nous, pour cette société qui n'arrive pas à partager, il y a des tentatives quand même. On voit bien les éco-villages, on voit bien de ci, de là, des gens qui essayent de vivre en communauté de manière laïque, parce que ça n'existait que de manière religieuse jusqu'à maintenant. Mais je pense que c'est une solution d'avenir parce que la vie devient de plus en plus difficile et déjà sur le plan financier, c'est beaucoup plus intéressant de vivre souvent on est seul en vieillissant, puis même si on est deux, plus on est nombreux, moins ça revient cher. Et oui, c'est ça. Donc on est gagnant. Tous les frais, on est gagnant. De tous les côtés, on est gagnant. On est gagnant de tous les côtés. On est gagnant sur le plan fraternel, puisqu'on s'entraide, et on est gagnant sur le plan spirituel. Alors, nous allons arriver bientôt à la fin de l'émission. Je vais vous poser une dernière question. Vous qui vous occupez de la vieillesse et qui avez parlé justement de vieillir autrement pour avoir aussi une autre mort. Si demain, vous deviez mourir, quel serait le message que vous voudriez absolument partager à nos auditeurs ? Et j'aimerais leur dire que la vieillesse est un âge magnifique, puissant, pas physiquement, mais intérieurement beaucoup plus puissant, parce qu'elle a pris déjà beaucoup plus de recul par rapport à la vie. Et c'est justement ce que je trouve dommage, c'est qu'on ne voit pas cette puissance de la vieillesse, cette puissance intérieure, et qu'on n'en profite pas. Donc, en résumé, n'ayons pas peur de vieillir. N'ayons pas peur de vieillir. Il y a une autre vieillesse possible. C'est une belle aventure. Et merci de nous l'avoir partagée. Au revoir, Paul. Bonsoir à tous.